De juin 2017 à juin 2018 se sont produits dans le paisible village côtier de São Jacinto 4 cas également étranges. 4 voisines âgées de 78 à 87 ans qui vivaient dans des maisons situées à seulement 70 mètres de la propriété d'Eugenia, elle, ancienne propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres, sont décédées subitement avec le diagnostic de blocage cardiaque. Les enquêteurs n'ont d'abord pas prêté attention à ces événements, car l'âge avancé entraîne toujours certains risques. Mais très rapidement, le tableau a pris un caractère complètement différent. Les enquêteurs, qui ont interrogé les voisins et examiné soigneusement les lieux du crime, ont remarqué une étrange coïncidence. Sur les tables de chevet des 4 femmes se trouvaient des tasses avec des restes de thé à la camomille et à la mélisse. Les analyses de laboratoire ont confirmé, dans la boisson, il n'y avait pas de substances chimiques étrangères. Cependant, il était inquiétant que des témoins aient vu la veille de chaque tragédie Eugenia, la voisine de 91 ans des défuntes, se diriger vers elle avec un thermos à la main. Un élément supplémentaire préoccupant étaient les données de la scierie locale, São Roque. Eugenia avait passé au cours des 18 derniers mois 5 commandes de planches d'une taille spécifique, 125 par 45 cm. Selon ses dires, c'étaient des couvercles pour caisses à pommes de terre. Toutes les commandes, la retraitée les payait en espèces et les faisait livrer directement à son hangar, dans lequel presque personne n'entrait. Dans les premières phases de l'enquête, la police s'est concentrée sur 2 personnes. Le premier était Nuno S., neveu d'Eugenia, et son seul héritier. L'homme de 47 ans apparaissait à plusieurs reprises dans le village. Cependant, sa relation avec sa tante était tendue. Nuno avait une longue histoire de jeux et de problèmes financiers. Il pouvait donc avoir un mobile. Le second était l'auxiliaire médical local, Henrique C. C'est précisément lui qui avait été appelé 3 fois la nuit auprès des femmes décédées et avait posé dans chaque cas le même diagnostic. Blocage cardiaque soudain. Cependant, la vérification a rapidement disculpé Henrique. C'était un homme respecté avec une réputation irréprochable et ses conclusions ont été confirmées par des experts de l'hôpital municipal. Ainsi, l'attention de la police s'est concentrée temporairement exclusivement sur Nuno. Au début, il semblait aux enquêteurs qu'ils étaient sur la bonne voie. Un pêcheur qui vivait près du quai a déclaré catégoriquement à la police que la veille de la seconde tragédie, il avait vu la voiture de Nuno, une vieille berline Renault, garée près de la maison d'une des défuntes. Initialement, cela semblait être une preuve convaincante. Cependant, la vérification des enregistrements de vidéosurveillance de la station-service, située à 3 km du lieu du crime, a complètement réfuté les déclarations du pêcheur. Au moment où la voiture avait été supposément remarquée au quai, selon son témoignage, Nuno faisait le plein de sa voiture dans un endroit complètement différent. Cette fausse piste a dû être fermée et l'attention dirigée vers d'autres détails qui pourraient éclairer l'affaire. Au moment de conclure la première phase d'enquête, la police a reçu des informations cruciales de la scierie São Roque. Les registres ont montré que Eugenia ne commandait pas seulement d'étranges couvercles qui ressemblaient à des couvercles de cercueil, mais le faisait aussi avec une régularité qui coïncidait de façon étonnante avec le moment du décès de ses voisines. Maintenant, les enquêteurs étaient absolument certains que le mystère était caché dans le hangar d'Eugenia. Bientôt aussi était prêt le mandat de perquisition qui devait révéler le secret principal. Mais pendant que l'enquête se préparait soigneusement à la perquisition, Eugenia elle-même restait encore la seule à connaître la vérité. Nuno pouvait-il être physiquement présent dans le village aux dates où les événements mystérieux ont eu lieu? L'enquête sur l'affaire des 4 femmes de São Jacinto s'est étendue sur des années. Le neveu d'Eugenia, Nuno S., fut longtemps le principal suspect. Cependant, la police, après la première vérification de sa voiture, a partiellement relâché le contrôle sur lui, croyant que l'affaire pouvait se trouver quelque part à proximité, mais pas directement liée à lui. Néanmoins, une nouvelle vague de vérification initiée 5 ans plus tard en raison de demandes supplémentaires du parquet a forcé la police à nouveau à examiner en détail le mode de vie et les déplacements du neveu. Les enquêteurs ont compris que l'alibi de Nuno en 2018 semblait fiable,
mais superficielle. Pour exclure définitivement sa participation, l'enquête a commencé à vérifier soigneusement les détails et les enregistrements des mouvements enregistrés. Nuno travaillait depuis de nombreuses années dans une usine métallurgique à Portos. C'est une grande entreprise avec un système moderne de contrôle d'accès où tous les mouvements des employés sont enregistrés à la fois par carte d'accès et par vidéosurveillance 24 heures sur 24. La police a demandé le registre des laissez-passer de l'usine pour les dates où les événements tragiques ont eu lieu. La réponse de l'usine était catégorique et documentairement étayée. Nuno était à son poste de travail et avait effectué à chacune des dates un quart ininterrompu de 12 heures. Il est entré sur le territoire de l'usine et a enregistré son laissez-passer à 20 heures et l'a quitté exactement à 8 heures le lendemain matin. Les vidéos des caméras de surveillance ont confirmé qu'il ne pouvait pas quitter physiquement le territoire de l'usine sans être remarqué. Les enquêteurs ne se sont pas fiés exclusivement aux documents de l'usine et ont élargi la vérification. Le service Via Verde, le système automatique de péage routier du Portugal, a confirmé que la voiture de Nuno avait été enregistrée plusieurs fois sur l'autoroute à péage A1 entre Porto et Lisbonne. Cependant, le temps d'enregistrement des plaques de sa Renault ne coïncidait pas avec le temps présumé des événements dans le village. En particulier, le jour d'une des tragédies, la voiture a été enregistrée à 23h08 en sortant de Porto et à 5h47 au retour. Ces données ont complètement exclu la probabilité que Nuno puisse être à São Jacinto, en tenant compte de la logistique routière et de l'horaire des événements. Les enquêteurs se sont néanmoins posé une question technique. Nuno pouvait-il quitter son lieu de travail au moins pour un court moment, disons pour 3 heures, pour faire une visite rapide au village ? La réponse, ils l'ont obtenue après avoir réexaminé les enregistrements vidéo de l'usine. Chaque minute de son quart était capturée par des vidéocaméras et tous les mouvements en dehors de la zone de travail nécessitaient de passer par des points de contrôle enregistrés par carte d'accès. Ainsi, la version de la disparition à court terme du neveu était absolument impossible. Un objet séparé de vérification est resté l'enregistrement vidéo du registrateur au quai São Jacinto, où dans l'une des nuits, une berline Renault très similaire à la voiture de Nuno avait été remarquée. Les enquêteurs ont décidé de vérifier également ce fait, surtout après le témoignage du témoin qu'il avait vu la voiture sur les lieux du crime. En agrandissant à nouveau les images, les experts de police ont clairement déterminé que les plaques de la voiture différaient des plaques de la Renault de Nuno. La voiture dans l'enregistrement était de la même marque, mais appartenait à une personne complètement différente qui s'était simplement garée au quai, ce qui avait causé la confusion originale. À ce moment, la police a reçu une nouvelle et extrêmement importante clarification de la comptabilité de la scierie São Roque. Initialement, il était supposé que les mystérieuses commandes de couvercles qui rappelaient les tailles de cercueils pourraient être payées par Nuno pour cacher la participation d'Eugenia. Cependant, la vérification des documents financiers a clairement montré que chaque commande était établie au nom d'Eugenia elle-même. Les soupçons que le neveu pourrait agir comme intermédiaire ou sponsor dans l'achat de ces planches sont tombés complètement. Maintenant, l'enquête devait se concentrer exclusivement sur Eugenia elle-même, la retraitée avec une générosité inhabituelle envers les voisins et une préférence extrêmement étrange pour commander des caisses à légumes dont la taille coïncidait exactement avec les tailles normalement utilisées à d'autres fins. Les prochaines étapes de la police se sont dirigées directement vers Eugenia. Depuis les premiers soupçons, plus de 5 ans s'étaient écoulés, et ce n'est que maintenant qu'il est devenu complètement évident que sa connexion aux événements était beaucoup plus profonde et sinistre que les habitants du village n'auraient pu le soupçonner. Pourquoi toutes les voisines âgées laissaient-elles Eugenia entrer si confiamment dans leur maison tard le soir ? Avec la disparition des soupçons contre Nuno S., l'attention de la police s'est entièrement portée sur Eugenia L., la femme âgée autour de laquelle se resserrait graduellement le cercle des preuves. Maintenant, l'enquête a décidé d'examiner plus attentivement les détails des relations entre Eugenia et ses voisines, des femmes d'âge avancé, qui non seulement lui permettaient pas de venir dans leur maison tard le soir, mais qui apparemment attendaient même ses visites. La réponse est apparue partiellement avec facilité. Après une consultation dans les archives des soins paroissiaux locaux, la police a découvert un fait important.
Eugenia menait un travail bénévole depuis 15 ans. La femme âgée était bénévole officielle chez Caritas Aveiro, une organisation qui aide les personnes âgées solitaires. Eugenia leur apportait régulièrement du thé, des pâtisseries maison et des mélanges d'herbes préparés de ses propres mains. Les signatures des voisines et les lettres de remerciement étaient soigneusement conservées dans les archives et confirmaient ses relations durables, solides et même de confiance avec toutes celles qui sont devenues par la suite ses victimes. La police a également examiné un reçu de 2017 qui était certifié notarié. Eugenia, elle, était officiellement enregistrée comme bénévole et pendant toute son activité n'avait eu aucune plainte. Il semblait que son altruisme était irréprochable. Mais l'enquête avait de sérieux doutes. Était-ce de la vraie charité ou seulement un camouflage soigneusement réfléchi? Les proches des victimes, interrogés des années plus tard, se souvenaient d'une phrase inquiétante qu'Eugenia prononçait plusieurs fois quand elle servait du thé à ses voisines avant le coucher. Avec la camomille, on dort comme dans le ventre. Maternelle. À l'époque, personne n'y prêtait attention. Mais maintenant, après la série de tragédies, ces mots ont pris une signification complètement différente. L'enquête a également vérifié s'il y avait d'autres cas où les visites bénévoles d'Eugenia coïncidaient avec une détérioration inattendue de l'état de ses protégés. Cependant, il n'y avait pas de confirmation documentaire de telles coïncidences, à l'exception des 4 cas déjà connus. Chacune de ces visites était reçue exclusivement de manière positive par les voisines et les proches. Elle était une grand-mère chère et attentionnée qui n'oubliait jamais d'apporter quelque chose de beau. Cependant, au cours de l'enquête, le nom du secouriste Henrique C. est réapparu, qui avait été précédemment disculpé par la police. Les experts du laboratoire criminalistique d'Aveiro ont découvert que sur le gant médical d'Henrique, qu'il avait utilisé lors d'un des examens d'une voisine décédée, il y avait du pollen microscopique d'une plante connue dans la pratique médicale sous le nom de digital. En très petite dose, elle peut réguler le rythme cardiaque, mais en grande quantité, elle est toxique. La police a de nouveau admis la possibilité qu'Eugenia n'ait pas pu agir seule. Le secouriste est passé sous attention particulière. Il a été décidé de vérifier ses déclarations précédentes et l'horaire de ses appels nocturnes. Un détail supplémentaire important a été fourni par le service d'urgence. L'analyse des archives du répartiteur des appels pour 2017 à 2018 a enregistré une bizarrerie répétitive. Les appels du secouriste vers chacune des 4 femmes étaient annulés personnellement par Eugenia seulement 4 à 7 minutes avant son arrivée. Les enregistrements du répartiteur ont conservé les explications littérales d'Eugenia. Tension artérielle normale, fausse alarme. Cela lui créait une fenêtre de temps cruciale entre l'annulation de l'arrivée d'Henrique et la visite matinale subséquente du médecin de district, quand personne n'aurait pu interférer avec ses actions. Ce nouveau détail a définitivement amené la police à douter de la sincérité et du désintéressement d'Eugenia. Maintenant, il était évident qu'elle contrôlait méthodiquement les appels médicaux et ne permettait pas aux étrangers d'intervenir au moment critique de la nuit. Mais pourquoi ? Maintenant, l'enquête se trouvait face à la nécessité de comprendre si Henrique C. était vraiment un complice ou simplement victime d'un transfert accidentel de pollen. Pour l'instant, cela restait une question ouverte. En même temps, les enquêteurs étaient déjà complètement sûrs que précisément Eugenia avait la possibilité de contrôler complètement la situation. En utilisant la confiance inconditionnelle de femmes solitaires qui ne voyaient en elle qu'une aide attentionnée. À la veille de l'importante perquisition de la remise d'Eugenia, la police était clairement consciente que précisément là pouvait se trouver la clé de la résolution de toute cette chaîne d'étranges tragédies, et le travail bénévole n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre et calculé. Que verra la police en entrant dans la remise Adega ? Dans la nuit du 18 janvier, la police a finalement exécuté le mandat de perquisition numéro SJ007-2024 pour la remise d'Eugenia. L'opération a commencé exactement à 2h15, en silence complet, à la lumière des lampes de poche et soigneusement préparée par des experts. Les enquêteurs reconnaissaient que précisément ici était cachée la solution finale. La porte d'entrée de la remise Adega, qui normalement était toujours fermée à clé,
a été soigneusement forcé. La première chose que les membres de l'équipe criminalistique ont vue en entrant, 4 cercueils soigneusement disposés, couverts de couvercles parfaitement ajustés de 125 cm de taille. Les cercueils appartenaient à un lot éducatif ancien des années 1950, qui était autrefois utilisé pour la formation du personnel funéraire. Cependant, les bases de chacun d'eux étaient étendues à 160 cm par des planches qu'Eugenia avait achetées à la scierie. Les restes des 4 voisines d'Eugenia étaient ordonnément placés et habillés avec un soin étonnant. Lors de l'examen, il s'est avéré que les ensembles de vêtements sur elles étaient changés mensuellement, strictement selon le calendrier des saints catholiques. Sur le sol de la remise, il y avait une couche épaisse de chaux qui absorbait l'humidité et les odeurs. Et les grilles de ventilation, ingénieusement incorporées dans le toit, assuraient un courant d'air constant et une absence pratiquement totale d'odeur. Les enquêteurs ont documenté chaque détail de la remise avec une précision chirurgicale. Cette image rappelait une exposition ordonnée et réfléchie, sans trace visible de chaos ou de hâte. Devant l'enquête se posait la question logique de comment exactement Eugenia avait pu transporter les restes inaperçus dans sa remise. Le groupe d'enquête qui examinait le terrain a trouvé la solution à cette énigme. Derrière la remise, ils ont découvert une brouette de jardin, soigneusement lavée, mais avec des signes évidents d'utilisation multiple. De la brouette à l'entrée des maisons des victimes s'étendait une rampe de béton étroite de 14 mètres de long, habilement cachée des regards étrangers par des tuyas denses. Les voisins, interrogés par la suite, n'ont remarqué aucun mouvement suspect et les caméras de surveillance les plus proches étaient complètement absentes. La police a mené une série d'expériences et a établi qu'Eugenia avait besoin de 90 à 120 secondes pour transporter chaque corps sur l'itinéraire de la maison à la remise. Le poids des restes, de 38 à 42 kg, permettait même à une personne âgée d'accomplir la tâche. Un autre tournant inattendu s'est produit lors de l'examen du 5e cercueil vide. Sur sa paroi intérieure, les criminalistiques ont découvert une trace d'ADN féminin inconnue. Cette découverte a généré la théorie d'une possible complice d'Eugenia, dont l'identité n'a pas pu être déterminée dans les bases de données policières. Malgré une recherche intensive de correspondance, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier cette trace. La version sur une complice inconnue est restée en suspens, n'étant ni confirmée ni réfutée au moment présent. Le coup suivant pour l'enquête a été le rapport toxicologique du laboratoire de Coimbra. Les experts ont réalisé une exhumation et une analyse chimique détaillée des restes de 3 des 4 voisines. Les résultats étaient choquants, mais attendus. Dans chacun des échantillons a été trouvée une concentration létale d'une substance appelée digitoxine, un dérivé de la plante digitale. Exactement cette variété de digital poussait dans le parterre de fleurs d'Eugenia près de sa maison. Maintenant, absolument toutes les preuves clés menaient à Eugenia. Il ne restait plus qu'à établir légalement ses motifs et méthodes concrètes d'action. Concernant le secouriste Henrik C., il fut définitivement rayé de la liste des suspects. Une vérification approfondie confirma l'absence totale de ses empreintes digitales et ADN dans le hangar. Le pollen de digital trouvé précédemment sur son gant avait une explication logique. Dans la pharmacie du village, Henrik retirait régulièrement ses gants alors qu'il se trouvait près du parterre où poussait précisément cette digitale. Ce fait fut confirmé officiellement par plusieurs témoins et l'enquête écarta sa participation. Les enquêteurs voyaient comme maintenant clairement le tableau au centre duquel se trouvait seulement Eugenia L. et des actions soigneusement planifiées qui ne laissaient aucun doute sur sa responsabilité personnelle dans ce qui s'était passé. Tout ce qui restait était de confirmer ses motifs et méthodes au niveau juridique. Mais Eugenia elle-même, qui observait silencieusement la perquisition depuis la fenêtre de sa maison, ne semblait pas du tout préoccupée par l'apparition de la police. Son visage n'exprimait ni peur ni remords, seulement une certitude froide et tranquille. La salle d'audience d'Aveiro, le 3 octobre 2024, était pleine de policiers, journalistes et habitants du village São Jacinto. Le juge lut le verdict dans lequel Eugenia L.,
ancienne propriétaire de l'entreprise de pompes funèbres, retraitée de 96 ans, fut déclarée coupable de 4 épisodes de crimes particulièrement graves, ainsi que de commettre une profanation de restes humains. Le tribunal confirma officiellement le motif des crimes. Eugenia avait peur de la solitude et était poussée par la croyance pathologique que les amis silencieusement allongés ne pourraient jamais l'abandonner. Le tribunal confirma complètement le mécanisme des crimes que l'enquête avait construit sur la base de nombreuses preuves. L'arme principale d'Eugenia était une infusion de la plante digitale qu'elle cultivait dans son jardin. La digitoxine, obtenue de cette manière, cause en grande concentration un blocage du nœud sinusal du cœur. L'infarctus, dit silencieux, qui est pratiquement impossible à distinguer d'un arrêt cardiaque naturel sans expertise toxicologique spéciale. Dans chacun des 4 cas, le schéma était identique et élaboré dans les moindres détails. Eugenia arrivait le soir chez la victime avec un thermos de tisane à laquelle était ajoutée l'infusion de digital. Après que le thé ait été bu, elle appelait elle-même l'ambulance et se créait un alibi fiable. Puis, quelques minutes avant l'arrivée du secouriste, elle annulait l'appel. La phrase était toujours la même et rassurante. Tension artérielle normale, fausse alerte. Ces appels téléphoniques furent enregistrés dans l'archive numérique du répartiteur du service d'urgence d'Aveiro, qui devint la piste clé. Le matin du jour suivant, le médecin du district confirmait la cause naturelle du décès, car il n'avait aucune raison de douter de ce qui s'était passé. Pendant la nuit précédente, Eugenia avait déjà eu le temps de transporter inaperçus les restes de la voisine dans son hangar et de les cacher dans un cercueil préparé qu'elle avait soigneusement adapté aux tailles nécessaires en achetant des planches à la scierie Saint-Roch. Le tribunal nota également une coïncidence importante. Les factures de la scierie correspondaient parfaitement aux dates de chacun des 4 crimes. L'élément final de la défense de l'enquête fut une analyse approfondie des alibis de tous les suspects. Le neveu d'Eugenia, Nuno S., avait un alibi en béton, confirmé documentairement par des données de l'usine métallurgique et du service routier Via Verde. Le secouriste Henrique C. fut également complètement disculpé. Les tests ADN, interrogatoires de témoins et expériences d'enquête détaillées, confirmèrent sa non-participation absolue aux événements. Pendant la lecture du verdict, Eugenia semblait calme et complètement indifférente. Elle ne montrait aucune émotion et semblait se trouver non pas dans la salle d'audience, mais à quelque événement quotidien. Le procès fut officiellement conclu. Eugenia fut placée sous surveillance médicale constante, compte tenu de son âge et de son état mental, qui fut reconnu comme ayant une responsabilité limitée. Le hangar Adega, maintenant appelé par les habitants Chambre des Amis, fut scellé et plus tard complètement démantelé par la police. Cependant, un fil resta non fermé. Les enquêteurs ne purent pas identifier le mystérieux profil ADN féminin découvert dans le 5e cercueil vide. Malgré les efforts de la police, les vérifications de base ne donnèrent aucune correspondance. La PJ marqua cet épisode comme cas ouvert et l'inclut dans la section spéciale des crimes non résolus du Portugal. Ainsi, le cas Eugenia L. est officiellement clos et l'enquête elle-même est entrée dans l'histoire de la criminalistique portugaise comme l'une des plus inhabituelles et terriblement méthodiques. Alba Kali avait vécu 8 ans dans un appartement qui cachait un terrible secret. Personne ne remarquait qu'à l'intérieur d'un pouf de table ordinaire étaient cachés les restes du barista disparu, Vincenzo. C'est par hasard que son élève l'a découvert, endommageant le meuble avec son talon pendant un cours. Maintenant, la police cherche à savoir qui exactement et pourquoi avait caché Vincenzo toutes ces années dans la maison ordinaire de la professeure de musique. Le 16 mars 2023, dans le centre de Palerme, s'est produit un événement qui a immédiatement attiré l'attention de la police. Alba Kali, professeur de musique de 56 ans, donnait un cours habituel avec son élève. À un moment donné, la jeune fille a accidentellement enfoncé avec son talon le couvercle d'un pouf ottoman de table. Quand le couvercle a glissé, sous une bâche grise épaisse, sont apparus des restes partiellement momifiés. Quelques jours plus tard,
il est devenu clair que c'était le barista Vincenzo P., disparu 6 ans plus tôt, qui avait alors 34 ans. Le pouf semblait faire partie d'un canapé modulaire, discret et bien intégré dans l'intérieur. En 2019, son pied avait été réparé. Ce détail a semblé important aux enquêteurs. À l'intérieur du pouf, les enquêteurs ont découvert une couche de gel de silice de construction, soigneusement disposée à la main, et des morceaux de savon au camphre qui servaient à prévenir les odeurs et à repousser les insectes. C'est exactement cela qui a permis au reste de rester inaperçu si longtemps. Lors des premiers interrogatoires, les voisins ne se souvenaient que d'un seul épisode étrange. Environ 6 ans plus tôt, au milieu de la nuit, un fracas avait retenti auquel personne n'avait alors accordé d'importance. L'enquête s'est immédiatement concentrée sur 2 suspects. Alba Cali était la dernière personne à avoir vu Vincenzo vivant. Lors de l'interrogatoire, elle n'a montré aucune inquiétude et a déclaré que Vincenzo était simplement parti après sa visite du soir. Le deuxième suspect était son voisin, Sandro L., restaurateur de meubles de 42 ans. Son ADN avait été trouvé sur le couvercle du pouf, ce qui avait immédiatement attiré l'attention particulière des carabiniers. Dans le premier rapport officiel, les carabiniers ont supposé que c'était exactement Sandro qui avait pu cacher les restes de Vincenzo lors de la réparation du meuble. Cette version semblait convaincante. Sa profession convenait parfaitement à une telle manipulation, et ses traces d'ADN sur le meuble semblaient être une confirmation directe. Cependant, cette théorie a bientôt montré une faille sérieuse. L'expert judiciaire a apporté des clarifications. Le gel de silice, qui était utilisé pour conserver les restes, avait été placé exactement en mai 2017. Cela a été confirmé par le caractère de la momification et les analyses chimiques. Mais à cette époque, Sandro n'était pas à Palerme. Il se trouvait loin de la ville, et cela a été confirmé par des documents officiels et des témoignages. Après la réfutation de cette version, les carabiniers ont été obligés de revenir au tout début et de vérifier à nouveau tous les détails. A commencé une vérification minutieuse de l'alibi de Sandro et une étude détaillée des dernières heures pendant lesquelles Vincenzo se trouvait dans l'appartement d'Alba Cali. Pourquoi Sandro a-t-il décidé de réparer le pied du pouf sans demander la permission à son propriétaire ? En avril 2019, Sandro L. avait accepté une petite commande d'Alba Cali. C'était une simple restauration d'un pied de meuble de pouf. Pour le travail, il avait établi une facture pour une petite somme, 40 €, ce qui correspond au prix standard de tels services à Palerme. Les documents de l'atelier de restauration situé rue Via Roma confirment le fait de la réparation. Sur le bon de commande figurait clairement l'adresse d'Alba, Via Roma 218. La réparation du pied du meuble en elle-même semblait absolument banale. Mais c'est exactement cet épisode qui, 4 ans plus tard, s'est avéré important pour l'enquête, quand les restes de Vincenzo ont été trouvés à l'intérieur du même pouf. Lors de l'interrogatoire, Sandro a calmement expliqué pourquoi il avait effectué la réparation sans coordination supplémentaire avec le propriétaire du meuble. « Alba m'a demandé de fixer le pied », expliquait-il aux enquêteurs. Le pouf vacillait, causait de l'inconfort, et cela ne lui plaisait pas. J'ai proposé de le faire rapidement, pour peu d'argent. Les documents de l'atelier de restauration confirmèrent ces paroles. Sandro avait effectivement reçu et exécuté la commande de réparation d'un pied spécifique, d'un pouf spécifique. La situation semblait banale et entièrement confirmée par les reçus et les actes de travaux exécutés. L'enquête s'intéressait à savoir si Sandro avait pu remarquer que le pouf cachait quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Lors de l'examen détaillé, il s'est avéré que le pouf était spécialement recouvert à l'intérieur d'un cadre en contreplaqué. Cela fermait complètement l'accès visuel à l'intérieur du produit. Sandro a expliqué que lors de la réparation, il n'avait même pas ouvert la partie intérieure, mais avait simplement renforcé le pied de l'extérieur. Ainsi, voir ce qui se trouvait sous le couvercle, il ne pouvait même pas théoriquement. Pendant que l'enquête démêlait les faits, les médias locaux ont publié leur version. Les journalistes ont attiré l'attention sur l'habitude de Sandro de porter des gants pendant le travail
expliquant cela comme une tentative supposée de cacher les empreintes digitales. Cependant, Sandro lui-même a fourni un certificat médical d'allergie aux substances chimiques, largement utilisées dans les vernis et peintures de meubles. L'allergie était confirmée par les documents du médecin allergologue, obtenus bien avant les événements, ce qui a considérablement affaibli l'agitation médiatique autour de cette supposition. Néanmoins, cette piste était encore marquée par l'enquête comme « en attente de vérification ». C'est exactement quand la version avec Sandro semblait déjà presque entièrement exclue qu'est arrivé de l'hôpital de la ville de Bari un dossier de sortie officielle. Selon les documents, du 11 au 15 mai 2017, Sandro se trouvait dans une autre ville, subissant une opération chirurgicale planifiée. Les dossiers médicaux et les papiers officiels étaient de convaincants, et les carabiniers ont reçu des confirmations excluant sa présence physique à Palerme dans la période où, supposément, les restes de Vincenzo avaient été cachés. Les documents reçus et les témoignages excluaient presque entièrement les soupçons sur Sandro L. Sa personnalité passait au second plan. Cependant, sur un point, les enquêteurs restaient dans l'incertitude. Pourquoi exactement ce pouf Alba avait-elle donné à Sandro pour réparation, compte tenu que le meuble cachait un secret à l'intérieur qui pouvait facilement être révélé? La police a ajourné la version avec la participation de Sandro, se réservant le droit d'y revenir si nécessaire. Pourquoi les amis de Vincenzo étaient-ils sûrs qu'il était parti travailler sur un paquebot de croisière alors qu'officiellement le contrat n'avait jamais été signé? Le 13 mai 2017, les amis de Vincenzo se rassemblaient pour une rencontre traditionnelle dans un bar près du centre de Palerme. C'était une fête d'adieu informelle. Du moins, c'est ainsi que cela semblait alors. Vincenzo avait raconté à plusieurs reprises à ses connaissances ses projets de commencer à travailler sur un paquebot de croisière de la compagnie Costa Cruises. Mais le matin après la fête, Vincenzo ne s'est pas manifesté. Les connaissances ne s'inquiétaient pas. Tous connaissaient son intention de partir en voyage. Quand, plusieurs années plus tard, la police s'est attelée à une vérification approfondie des comptes de messagerie de Vincenzo, il est devenu clair pourquoi aucun des amis n'avait donné l'alerte. 2 jours après la disparition de Vincenzo, sa messagerie électronique avait envoyé un CV au service des ressources humaines de la compagnie de croisière Costa Cruises HR. Après cet envoi, la messagerie avait automatiquement activé une réponse automatique dont le texte était bref mais sans ambiguïté. « Je suis à bord, je travaille sur le paquebot. Lavoro in nav ». La réponse automatique avait été activée à 8h12 temps universel coordonné -2, comme si Vincenzo se trouvait déjà en mer. Apparemment, les amis de Vincenzo avaient vu exactement cette réponse automatique et ne s'étaient pas étonnés de sa disparition soudaine. Il rêvait toujours de la mer, de nouvelles impressions, racontaient les amis plus tard à la police. Nous étions sûrs qu'il était déjà sur le bateau. Il avait dit plusieurs fois qu'il partirait bientôt. L'enquête ne pouvait pas laisser sans attention la question clé. Qui exactement avait pu configurer la réponse automatique depuis la messagerie de Vincenzo? Selon le rapport du département technique des carabiniers, l'activation de la réponse automatique avait été effectuée depuis une adresse IP appartenant à l'appartement d'Alba Cali. La question de savoir dans quelle mesure Vincenzo avait pu effectuer cette configuration lui-même restait sous l'attention étroite des carabiniers. L'expert technique a expliqué que pour activer la réponse automatique, il était nécessaire d'entrer dans le compte, d'indiquer un texte spécifique et de confirmer les changements. Compte tenu de la situation, l'action elle-même semblait simple, mais clé pour créer l'apparence d'un départ. Après la divulgation de l'information dans la presse, est rapidement apparue une version selon laquelle Vincenzo avait pu mettre en scène sa disparition intentionnellement. Dans les publications, il était supposé qu'il avait pu intentionnellement créer l'illusion d'un départ sur un paquebot, pour en réalité aller travailler au noir, c'est-à-dire officieusement, sans laisser de traces dans les documents et rapports fiscaux. Une telle pratique sur les navires de croisière, surtout parmi les employés peu payés, existait effectivement, ce qui rendait cette théorie assez plausible au premier regard. Cependant, les enquêteurs l'ont laissée ouverte jusqu'à la vérification des données officielles de la compagnie. Quand la demande des enquêteurs a finalement atteint le bureau de Costa Cruises, est arrivée une lettre officielle du service RH de la compagnie.
Dans le document, il était dit directement « Aucun contrat avec le citoyen Vincenzo P. La compagnie Costa Cruises n'a conclu. Il n'a pas passé l'examen médical obligatoire pour tous les employés de la compagnie. Par conséquent, il ne pouvait se trouver sur aucun de nos navires dans la période indiquée. » Ce papier officiel est devenu un moment tournant important. La théorie selon laquelle Vincenzo avait mis en scène sa disparition et travaillé quelque part officieusement a reçu une brèche sérieuse. Maintenant, la police était obligée de porter à nouveau attention au lieu clé où Vincenzo avait été vu pour la dernière fois, l'appartement d'Alba Cali. Après que la version du départ volontaire sur un paquebot de croisière s'est avérée insoutenable, il est devenu clair. La clé de l'énigme de la disparition de Vincenzo était exactement dans cet appartement d'où la réponse automatique avait été configurée. L'enquête a décidé de restaurer à nouveau en détail les circonstances de cette nuit et de comprendre les événements directement dans l'appartement de la professeure de musique Alba Cali. Pourquoi sur le pied du pouf a-t-on trouvé le sang d'Alba et non de Vincenzo? Le 18 mars 2023, le groupe médico-légal est à nouveau arrivé dans l'appartement d'Alba Cali, rue Via Belmonte. Ils avaient l'intention de procéder à un examen supplémentaire du pouf ottoman qui cachait les restes de Vincenzo. L'attention des experts a immédiatement été attirée par une petite goutte de sang séchée sur le pied du meuble, précédemment réparé. L'échantillon a été envoyé pour analyse urgente au laboratoire des carabiniers. Le résultat s'est avéré inattendu. Le sang appartenait à Alba Cali, possédant un groupe sanguin rare zéro négatif. Une analyse supplémentaire a montré la présence de particules microscopiques de copeaux d'acier. Selon la conclusion des criminalistiques, cela prouvait que la blessure avait été reçue exactement au moment du travail avec une vis de meuble, un soi-disant confirmat de taille 7 par 90. De telles vis étaient largement utilisées lors de l'assemblage de meubles dans la période de 2017. L'examen du meuble avec application de fixation photographique a entièrement confirmé les conclusions des experts. La vis confirma 7 par 90 était distinctement capturée sur la photo de fixation du pouf. Les experts ne doutaient pas. Alba s'était coupée exactement en vissant cette fixation. Les carabiniers ont immédiatement vérifié la réalité du scénario physique dans lequel Alba avait pu placer elle-même les restes à l'intérieur du meuble et le déplacer sans aide extérieure. Le poids du pouf avec les restes à l'intérieur constituait environ 63 kg. Compte tenu du cadre et de la construction en contreplaqué, le poids total atteignait presque 90 kg. Les experts en mécanique et cinématique ont expliqué en détail aux enquêteurs, avec l'utilisation correcte de matériaux improvisés, en particulier d'une couverture ordinaire et du principe de levier, une femme, même pas de la constitution la plus forte, peut déplacer elle-même un tel poids. Preuve supplémentaire du scénario physique. Les rayures clairement fixées sur le parquet de l'appartement d'Alba, correspondant à la direction du mouvement du pouf de la porte d'entrée jusqu'à son point d'installation final. Pendant ce temps, dans la presse est apparue une version alternative. Alba avait pu se blesser accidentellement plus tard, en 2019, déjà après que le pouf eût été utilisé comme cachette. Dans ce cas, le sang avait pu apparaître pendant la réparation, quand Sandro dévissait le couvercle pour renforcer le pied du meuble. La version semblait plausible exactement jusqu'au moment où le laboratoire médico-légal n'a pas fourni de nouvelles données de microscopie. L'analyse a montré que le degré d'oxydation du sang indiquait sans ambiguïté la date de son apparition, mai 2017. Cette conclusion a complètement détruit l'hypothèse d'une origine plus tardive de la blessure. La preuve clé de l'oxydation du sang liée à mai 2017 a mis en doute les témoignages d'Alba elle-même sur les événements de cette nuit. Maintenant, l'enquête devait revenir à nouveau au moment clé de cette soirée. Si Alba s'était coupée en fermant le pouf exactement en mai 2017, cela signifiait qu'elle avait directement interagi avec lui le jour de la disparition de Vincenzo. Maintenant, les carabiniers étaient obligés d'étudier à nouveau profondément le comportement d'Alba et les circonstances de cette nuit. La situation avait changé radicalement.
L'enquête ne pouvait plus ignorer le lien entre Alba et le moment de la disparition de Vincenzo et l'apparition du meuble cachette dans son appartement. Comment s'est terminée la visite de Vincenzo pour récupérer l'ancien ordinateur portable et le dépôt? Le 12 mai 2017 à 19h, Vincenzo avait envoyé à Alba Cali un court message par messager. Al 19 passo da te. Je passerai chez toi à 7h. Ce soir-là, Vincenzo avait l'intention de récupérer un vieil ordinateur portable et de récupérer l'argent qu'il avait précédemment laissé à Alba comme dépôt pour la location de la chambre. Au moment de cette visite, Alba et Vincenzo ne communiquaient déjà plus étroitement et évitaient les contacts inutiles. Vers 7h du soir, la voisine du palier, la retraitée Lucia M., avait entendu depuis l'appartement d'Alba un conflit court mais assez fort. Lucia avait distinctement entendu une voix masculine qui exigeait de rendre l'argent. Quel conflit financier s'était produit entre Alba et Vincenzo encore avant son expulsion? Le 10 décembre 2016, Alba Cali avait reçu de Vincenzo un message brusque. Ti denuncio all'agenzia delle entrate se non mi restituisci subito i soldi. En traduction, cela signifiait « Je te dénonce aux impôts, si tu ne me rends pas immédiatement l'argent ». Ce message était devenu la première menace enregistrée qui liait directement Alba à des problèmes possibles avec les services fiscaux. C'est exactement ce message qui avait ouvert à l'enquête la compréhension que les questions d'argent entre Vincenzo et Alba traînaient à bien avant les événements tragiques de mai 2017. Les enquêteurs ont vérifié les documents financiers d'Alba Cali pour 2016 et ont découvert qu'officiellement, elle n'avait déclaré absolument aucun revenu. Cependant, tous savaient qu'Alba donnait régulièrement des cours de musique à domicile et qu'elle acceptait le paiement seulement en espèces et ne donnait jamais de reçu. À Palerme, une telle pratique était répandue, bien qu'illégale. En même temps, tout conflit pouvait mener à de sérieuses conséquences. Entre Alba et Vincenzo, il n'y avait pas non plus de contrat de location officiel. Leur relation financière se basait exclusivement sur un accord oral, ce qui était juridiquement admissible si la location durait moins d'un mois. Cependant, Vincenzo vivait dans l'appartement d'Alba depuis déjà 8 mois et cela créait des complications supplémentaires liées à l'argent et aux impôts. Les enquêteurs s'intéressaient particulièrement à la question de l'existence d'un contrat de location. L'absence de documents écrits était entièrement confirmée. Alba avait expliqué qu'elle n'avait jamais trouvé nécessaire de fixer officiellement leurs arrangements. Et Vincenzo, selon ses dires, n'avait jamais non plus demandé de confirmation écrite. Cela créait une position non protégée pour les deux parties et rendait Alba vulnérable face à une vérification possible de l'inspection fiscale. Après que le SMS avec la menace soit devenu public, est apparue une version selon laquelle Vincenzo faisait intentionnellement chanter Alba, menaçant de conséquences fiscales, pour obtenir d'elle une grosse somme d'argent. De plus, sonnait l'hypothèse que Vincenzo était vivant et se cachait avec succès avec l'argent. Cette version n'a pas duré longtemps. Les policiers ont demandé les rapports bancaires de Vincenzo et ont découvert qu'après le 12 mai 2017, sa carte bancaire n'avait jamais été activée. Ils ont aussi établi que le dépôt de 600 €, à cause duquel le conflit était né, ne lui avait jamais été rendu par Alba Cali. Ainsi, la version selon laquelle Vincenzo se cachait quelque part avec de l'argent était officiellement tombée. Le rapport de la banque a montré que le dépôt de Vincenzo de 600 € était resté entre les mains d'Alba Cali, bien que celle-ci ait toujours affirmé qu'elle avait rendu l'argent encore avant le conflit. L'absence d'activité de la carte bancaire de Vincenzo depuis la date de sa disparition avait directement indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas pu utiliser son argent ou partir quelque part volontairement. Ainsi, le motif financier du conflit, qui semblait auparavant abstrait, avait acquis des contours tout à fait concrets. L'argent, le chantage et la menace de vérification fiscale étaient devenus cet élément clé que les enquêteurs avaient commencé à considérer sérieusement. Maintenant, l'enquête avait décidé de revenir à nouveau à Alba elle-même, à ses paroles et à son comportement directement dans la nuit de la disparition de Vincenzo. Après cette phrase, le silence s'était installé. Lucia n'avait entendu ni bruit de lutte, ni autre son de conflit. Mais le fait même de la dispute financière était fixé.
C'est exactement ce court témoignage de la voisine qui était devenu un point important de l'enquête. Les carabiniers ont tenté de savoir si Vincenzo avait apporté l'ordinateur portable avec lui quand il était venu chez Alba. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance dans l'entrée. Le seul témoin restait Lucia, qui se souvenait que Vincenzo tenait dans ses mains un sac jaune de taille moyenne. Y avait-il l'ordinateur portable ? La femme n'avait pas pu préciser. La perquisition menée par la police après la découverte des restes dans l'appartement d'Alba sur mandat numéro 122/2023 du parquet de Palerme n'avait donné aucun résultat. L'ordinateur portable de Vincenzo n'avait été trouvé nulle part, ni parmi les affaires d'Alba, ni dans d'autres pièces de l'appartement. Un des enquêteurs avait supposé que dans l'ordinateur portable pouvait se trouver de l'information compromettante Alba, et c'est exactement pourquoi l'ordinateur portable avait disparu. Alba elle-même niait la présence de matériel compromettant et assurait qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où l'appareil était passé. La théorie restait pour l'instant seulement une hypothèse et était prise par l'enquête pour vérification ultérieure. Lors des recherches suivantes, il était devenu évident. L'ordinateur portable avait disparu définitivement et sans laisser de traces. L'appareil qui aurait pu éclaircir le conflit et la disparition de Vincenzo ne s'était trouvé ni chez Alba, ni chez quelqu'un d'autre. Son absence restait un maillon important non résolu dans la chaîne des événements de cette soirée. Les enquêteurs avaient décidé de vérifier les monts de piété les plus proches et les points de réception d'électronique sur Via Maqueda. Là apparaissaient souvent des appareils d'origine douteuse. Les carabiniers avaient supposé que Vincenzo avait pu se débarrasser de l'ordinateur portable pour de l'argent avant sa visite chez Alba, qui avait sorti la couverture ensanglantée, mentionnée dans la théorie de l'enquête, si la couverture elle-même n'avait jamais été trouvée. Après que les motifs financiers du conflit entre Alba et Vincenzo aient acquis une clarté, l'enquête était revenue aux détails de la disparition des preuves matérielles. L'énigme centrale restait la couverture disparue, sur laquelle se trouvaient supposément des traces importantes. Malgré l'examen minutieux de l'appartement d'Alba, cette couverture n'avait pas pu être trouvée. Le 5 avril 2023, les carabiniers avaient reçu les enregistrements d'archives de la compagnie Amia, responsable de l'enlèvement des ordures à Palerme. Dans le journal de bord du camion poubelle était fixé un détail inhabituel. Tôt le matin du 15 mai 2017, s'était produit un rechargement non planifié du conteneur, situé rue Via Roma, Isolato 4. Ce conteneur se trouvait tout près de l'appartement d'Alba. Le chauffeur du camion poubelle, Gianni R., avait confirmé à l'enquête que cette nuit-là, plus précisément vers 5 heures du matin, près du conteneur se trouvait une femme. Il l'avait vue seulement quelques secondes, mais l'avait bien retenue. Elle portait un rouleau assez gros de tissu enroulé, emballé négligemment, et se dépêchait visiblement de s'en débarrasser. Gianni, selon ses dires, n'y avait pas accordé d'importance, mettant cela sur le compte d'une situation domestique. Les enquêteurs avaient donc demandé à Gianni s'il avait pu reconnaître la femme au visage. Le chauffeur ne pouvait pas confirmer avec une certitude complète l'identité, puisque 8 ans avaient passé. Néanmoins, il avait clairement décrit son apparence. La femme était maigre, basanée. Les cheveux étaient rassemblés en queue de cheval. La description correspondait entièrement à l'apparence d'Alba Cali d'il y a 8 ans. Auparavant, l'enquête supposait qu'Alba avait un complice, un homme qui l'avait aidé à faire face à l'objet lourd et à l'utilisation des preuves. Cependant, les témoignages de Gianni excluaient entièrement la possibilité de la présence d'une autre personne. Le chauffeur du camion poubelle avait clairement déclaré que près du conteneur se trouvait une seule femme. La théorie de l'homme complice s'effondrait. Les carabiniers voulaient vérifier les restes d'ordures des conteneurs de 2017 pour tenter de trouver des traces biologiques et des preuves. Mais la demande de recherche d'ADN s'était avérée impossible. Les ordures de cette nuit étaient détruites depuis longtemps, et toutes les traces physiques étaient entièrement perdues. Cela signifiait que les preuves matérielles directes qu'exactement Alba avait jeté la couverture ensanglantée, l'enquête ne pourrait plus les obtenir. Le complice, bien que rejeté par le témoin, restait formellement dans le statut d'hypothèse non confirmée et demandait une fermeture définitive dans l'enquête ultérieure. L'enquête s'était à nouveau concentrée sur l'arme du crime
puisque les preuves directes sous forme de couverture disparues n'existaient déjà plus. L'absence de cette preuve matérielle importante compliquait l'enquête, mais ouvrait de nouvelles possibilités et obligeait la police à étudier à nouveau minutieusement l'appartement d'Alba et les objets qu'il contenait, pour révéler l'arme utilisée cette soirée fatale. Les microparticules de l'arme supposée du crime coïncideront-elles avec les objets de l'appartement d'Alba ? Le 21 novembre 2023, les experts médico-légaux terminaient une des procédures clés de l'enquête, l'étude des particules microscopiques trouvées sur le crâne de Vincenzo. L'enquête soupçonnait depuis longtemps qu'un objet métallique lourd avait servi d'arme du crime, mais jusqu'à ce moment, il n'y avait pas de confirmation matérielle directe. Ce jour-là, de la petite fissure sur le crâne ont été extraits des fragments noirs de fonte. Les experts ont immédiatement transmis les échantillons pour analyse spectrométrique détaillée pour déterminer la composition du métal. Parallèlement à cela, les enquêteurs ont mené un examen répété de l'appartement d'Alba, se concentrant sur les objets d'intérieur capables de laisser de telles particules. Parmi les instruments de musique et les livres sur l'étagère, les enquêteurs ont porté attention à un vieux métronome mécanique Wittner Tactel 3. Le socle du métronome était fait de fonte et il manquait visiblement un des fragments. Les experts ont immédiatement vérifié si le métal du métronome pouvait coïncider avec les échantillons trouvés sur les restes de Vincenzo. Pour cela, une spectrométrie minutieuse a été effectuée. Les résultats de l'analyse se sont avérés significatifs. La composition de la fonte du métronome incluait 94% de fer et environ 2% de carbone. La coïncidence avec les fragments extraits de la fissure du crâne constituait plus de 99,2%. Les experts avaient besoin de préciser dans quelle mesure une telle coïncidence était rare et significative. L'expert médico-légal a confirmé à l'enquête que la probabilité de coïncidence accidentelle d'une composition si précise de fonte avec d'autres objets était minimale. Cela témoignait que le socle du métronome était presque certainement cette même arme utilisée contre Vincenzo. Cependant, la défense d'Alba a immédiatement réagi aux résultats de l'expertise, avançant sa version des événements. L'avocat a supposé que le métronome avait pu tomber accidentellement encore avant l'incident tragique, ce qui expliquerait l'endommagement sur son socle et les microparticules trouvées. Cette version était devenue une bouée de sauvetage temporaire pour Alba, donnant à sa défense un certain espace de manœuvre. Mais l'enquête ne s'était pas entièrement satisfaite de cette explication et avait continué une expertise plus approfondie. Peu après, les experts ont fait encore une découverte importante. Sur le bord intérieur du socle du métronome ont été découvertes des micro-gouttes de sang appartenant à Vincenzo. Cette découverte avait considérablement miné la version de la chute accidentelle de l'appareil. Maintenant, la version accident était sous une menace sérieuse, balançant au bord de la réfutation complète. L'enquête avait commencé la préparation de l'accusation officielle contre Alba Kali. Toutes les preuves accumulées, y compris les résultats de l'analyse de la fonte et la présence de sang sur l'arme supposée du crime, devaient faire partie de la conclusion d'accusation. Néanmoins, les enquêteurs conservaient encore un ton neutre dans l'évaluation de leurs conclusions, laissant le dernier mot au tribunal. Le 5 juin 2024, le tribunal Corte d'Assises di Palermo a rendu sa décision sur l'affaire Alba Kali. Alba a été reconnu coupable de homicidio preterintenzionale, meurtre commis sans intention préméditée et de dissimulation ultérieure des restes de Vincenzo P. Dans la salle du tribunal ne résonnait un mot pas de cris forts ou d'exclamations émotionnelles, seulement une courte pause après l'annonce du verdict, un moment sec et formel. Au cours du procès judiciaire, la chaîne complète des événements avait été restaurée, commençant la soirée du 12 mai 2017. L'enquête avait clairement établi qu'entre Alba et Vincenzo, cette soirée-là était née une querelle à cause du dépôt non rendu de 600 € et des menaces de Vincenzo de s'adresser au service fiscal. C'est alors qu'Alba lui avait porté un coup, mais fort avec le lourd socle en fonte du métronome qui se trouvait sur son étagère. Ce coup unique s'était avéré fatal. Réalisant les conséquences de son acte, Alba avait pris des mesures minutieuses pour cacher les traces du crime. Elle avait placé les restes de Vincenzo dans le pouf de table, les saupoudrant soigneusement de gel de silice de construction,
acheté peu avant au Brico Center. Pour masquer l'odeur possible, Alba avait ajouté du savon au camphre, ce qui l'avait aidé à garder la cachette inaperçue toutes les années suivantes. Ensuite, Alba avait pris l'ordinateur portable de Vincenzo et avait envoyé un CV à la compagnie de croisière Costa Cruises, activant la réponse automatique pour créer l'illusion qu'il avait quitté Palerme de son propre gré. Son étape suivante avait été mécanique et froide. Elle avait fixé le couvercle du pouf avec des confirmas, se coupant accidentellement à ce moment, et avait soigneusement effacé toutes les traces de sang. Dans la nuit du 15 mai, Alba avait jeté la couverture tachée dans le conteneur d'ordures sur Via Roma, ce dont témoignaient plus tard le journal du camion poubelle et le chauffeur Gianni. Pendant la séance finale, la défense d'Alba tentait de présenter ses actions comme le résultat d'une panique soudaine, d'une rupture psychique causée par les menaces de vérification fiscale et la pression financière. Cependant, le juge avait fermement rejeté cette argumentation, déclarant que les actions d'Alba étaient cohérentes et entièrement conscientes. Alba elle-même n'avait alors prononcé aucun mot, regardant seulement silencieusement le sol, ne croisant le regard ni du juge, ni des enquêteurs. Après le dernier mot du juge, dans la salle du tribunal, s'était installé un silence court et lourd. Alba Kali était condamné à 18 ans de prison. Sur ce, l'enquête est considérée comme terminée.